votre colère, les expressions comme égaré, ridicule, tout ce que vous avez vomi contre M. Léon Tyler, c'est parce que vous croyez que Paul Barthélémy Bia égale poste de président du RDPC. Non, ce n'est pas l'éponyme. Ils ne sont pas similaires. Soyons sérieux. Vraiment, soyons sérieux. Honorable Maud, je vous en prie, respectez le temps de parole. Honorable Maud, je vous en prie, respectez le temps de parole. Je souhaiterais qu'on soit sérieux. Tout à fait. Ils n'ont pas du tout pris la parole lorsque vous étiez en train d'élaborer votre mais arrivé à ce niveau de transgression là de ma parole, on est plus sérieux là. Je vous en prie, prenez des notes et puis vous allez rebondir tout à l'heure. Merci. Allez-y, Maître Augustin. Julien Bert. Je dis qu'il faut qu'on soit clair. Paul Barthélémy Bia ne veut pas dire président du RDPC. Jamais, comme disent les Allemands, NIR. Président de RDPC, c'est une institution. Et comme il ne connaît pas, il assimile à Paul Barthélémy Bia. La question qui est posée ici, ce n'est pas la question du président du RDPC. Est-ce que Paul Barthélémy Bia peut encore prétendre, est encore ou est le président du RDPC? Ce n'est pas la même compréhension que vous avez. Ah bon. Et comme vous n'avez pas compris... Vous me prêtez les compréhensions? Maître, et comme vous n'avez pas compris Léon Tyler, je m'en vais donc expliquer. Sur le plateau d'Equinox TV, ce 25 mai 2025, le ton est monté d'un cran. Dans une atmosphère presque électrique, le débat juridico-politique s'est transformé en un choc frontal. D'un côté, maître Augustin Guéfac, avocat engagé, sûr de son droit. De l'autre, l'honorable Samuel Motte, député RDPC loyal jusqu'à l'aveuglement, prêt à défendre Paul Biya jusqu'à son dernier souffle et peut-être même au-delà. Dès les premières minutes, l'ambiance est posée, le désaccord est total. Samuel Motte s'accroche comme une forteresse, assiégée à une ligne de défense simple, mais martelée avec une rage quasi mystique. Paul Biya sera bel et bien candidat en 2025. Point final. Peu importe l'âge, peu importe l'épuisement, peu importe le statut du RDPC, peu importe l'opinion publique. Dans sa bouche, Léon Tyler Ounana, militant du RDPC et auteur du recours contre son propre parti, n'est qu'un, je cite, égaré, un homme ridicule dont les gesticulations n'ont aucun effet. Pour lui, le RDPC est soudé, structuré et unanime derrière son président national. Toute autre lecture des textes n'est qu'un caprice d'intellectuel. Et les textes de notre parti disent qu'effectivement, il y a le président national qui est le candidat, le thème naturel d'ailleurs, j'ai entendu très souvent, on l'a prononcé, il ne figure pas sur ce texte-là, qui est le candidat à l'élection présidentielle. Et par ailleurs, parlant, puisqu'ils veulent s'appuyer sur les problèmes de renouvellement de congrès et tout ça, on a dit effectivement que le congrès siège à une cadence qui peut être retenue, mais le bureau politique peut prolonger les mandats des gens qui sont élus dans le cadre d'un congrès. Et c'est ce qui a été fait assez récemment, où on a dit effectivement, en ce qui on renouvelle l'ensemble des mandats, y compris celui du président national. Et on le renouvelle jusqu'au prochain congrès. On n'a pas dit qu'on le renouvelait pour 5 ans, on n'a pas dit qu'on le renouvelait pour 2 ans, on a dit qu'on les donne quitus de continuer à gérer les instances du parti jusqu'au... Et par ailleurs également, la justice peut se saisir des dysfonctionnements d'une institution dès lors que on voit très bien que le fonctionnement est incompatible avec l'intérêt général des militants. C'est-à-dire que lorsque je me trouve par exemple en situation de défaveur, compte tenu de l'engagement initial que j'ai pris, sur la base des statuts qui régissent, je peux demander réparation pour qu'on m'apporte un certain appui sur le plan judiciaire. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il perd en la matière, Taylor Onana? Il va être président national. Nous l'attendons le moment venu pour qu'il vienne faire acte de candidature. Qu'est-ce qu'on contrarie en l'espèce en ce qui le concerne de manière fondamentale? Quel est son intérêt que l'on contrarie en l'espèce? Je dois savoir. Mais vous voyez très bien que je crois que l'Internet, les réseaux sociaux nous ont tellement rendus intelligents que n'importe qui peut se lever pour pouvoir commencer sur la place publique à débiter des choses. Tout ce que ce jeune homme-là il dit n'est assis sur absolument rien du tout. Et d'ailleurs, s'il avait l'âme militant, et il devait normalement l'avoir, il y a des choses également pour savoir qu'on doit se taire.
il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe à l'intérieur de RDPC aujourd'hui qui puisse penser qu'il y a péril à la demeure, que non, notamment on doit saisir la justice pour qu'ils viennent en réglementation. Tout ce que nous faisons, c'est une volonté que nous nous sommes fixés d'un commun accord en adhérant déjà, parce qu'au moment où vous adhérez, vous trouvez qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé avant vous, qui vous ont donné un socle statutaire, et en réalité, vous êtes en situation d'un contrat d'adhésion, et donc vous acceptez au départ. Comment est-ce qu'il peut accepter un contrat d'adhésion? Il part à un mouvement par un contrat d'adhésion, il commence à penser qu'il va refaire le monde. Le jour où il va penser effectivement qu'il va être président national, je lui souhaite beaucoup de courage, mais je ne sais pas qui va le lire, peut-être pas sa maman d'ailleurs. À ce moment-là, il viendra en campagne avec nous et on va lui dire qu'effectivement, dites-nous ce que vous voulez, et sur la base de ça, on va le faire. Et une fois qu'il sera élu, il peut refaire tout ça s'il le veut bien. Mais en l'état actuel, c'est un militant égaré, ridicule. Ah ben vous venez de reconnaître qu'il est militant. Oh bah écoutez, il s'en revendique tout au moins. Il s'en revendique tout au moins. Il s'en revendique tout au moins qu'il n'a, en réalité, sincèrement, c'est pas un sujet de débat ça. Mais Maître Augustin Gueffark n'est pas venu pour faire dans la poésie. Il contre-attaque avec froideur. Selon lui, l'honorable Samuel Motte n'a jamais dirigé une association, encore moins lu les statuts de son propre parti. L'homme de droit va droit au but. Le RDPC, en reconduisant Paul Biya à la tête du parti, a violé ses propres textes. Il cite précisément l'article 18, alinéa 2 et l'article 27, alinéa 3 des textes organiques du RDPC. La démonstration est méthodique. Premier constat, Samuel Motte fait une confusion grossière entre la personne de Paul Biya et l'institution RDPC. Il parle comme si critiquer le président, c'était attaquer le parti. Or, les statuts sont clairs. Il impose une alternance, une limitation de mandat et des procédures internes que nul ne peut contourner, pas même celui qu'on appelle, je cite, le sphinx d'Etoudi. Le président du RDPC est d'office le candidat à l'élection présidentielle dans la République du Cameroun. Article 27. L'enfant va poser la question. Qui est le président du RDPC? L'article 18 va répondre. Est président du RDPC celui qui est élu chaque 5 ans. Du Congrès. Ça peut être M. Samuel Motte, ça peut être M. Atanganji, ça peut être M. Ngongo, ça peut être Motaze, ça peut être. C'est ça. Qui est président du RDPC? Candidat. Qui est candidat du RDPC à la présidentielle? C'est le président. C'est ce que dit l'article 27. Comment on le reconnaît? Pour qu'il soit le président, il faut qu'il soit élu en interne chaque 5 ans. C'est le syllogisme. Alors, faisons du mutatis mutandis, copions et collons. Le poste du président du RDPC est connu, le carreau est vide. Est-ce que Paul Biya est militant du RDPC? Oui. Est-ce qu'il est président du RDPC à l'instant? Appliquons-lui le contenu de l'article 18. Pour lui appliquer le contenu de l'article 18, il faut voir si quel est le congrès qu'il a élu pour qu'on inscrive son nom dans le carreau du président, c'est-à-dire en vertu des dispositions de l'article 27. On constate que en 2011, le conseil devait siéger. Ils ne l'ont pas fait. Je peux me tromper de date. On a reporté à 2016. Ils ne l'ont pas fait. En 2021, c'était le dernier délai. Donc, le carreau président là, M. Paul Barthélémy Biya, il ne remplit plus les conditions pour que son nom soit inscrit dans le carreau président du RDPC. Or, quand vous ne pouvez pas faire cette dissociation, vous avez des arguments comme égaré, ridicule, un monsieur il a dit quoi là? Qui est venu chercher le poste pour aller se balader. Non, la question est simple, honorable. Et j'en viens pour répondre de façon classique. Est-ce que l'ECAM ou le Conseil constitutionnel vont sanctionner?
En 2018, ce problème a été posé au Conseil constitutionnel. Ils ont trouvé pour formule irrecevable. C'est-à-dire c'est passé en sourdine. Mais aujourd'hui, de l'intérieur, et c'est où je vais féliciter certains, je félicite tous les membres du RDPC qui ne sont plus d'accord pour la candidature du président de la République. Parce que, 1, il est fatigué. 2, parce que la loi ne lui permet pas, à l'instant, d'être candidat. Je vous félicite, vous avez raison, vous avez ma voix. Vous avez raison et vous avez ma voix. N'en déplaise à M. Samuel, il faut qu'il donne les arguments pour dire pourquoi il sera candidat. C'est plutôt l'inverse que nous devons soutenir ici. Pourquoi lui, il doit être candidat au poste de président du RDPC? Pourquoi on doit lui donner les attributs, le contenu de l'article 18, pour que son nom soit inscrit en vertu de l'article 27, comme président du RDPC, candidat aux élections de 2025? Autre constat plus grave encore, Paul Biya est fatigué, pas seulement politiquement, physiquement, visiblement. L'avocat insiste, ce n'est pas un procès d'intention, c'est un constat public. Il revient sur le défilé du 20 mai dernier évoquant un président à bout de souffle que la télévision nationale a tenté de dissimuler derrière des caméras statiques et des montages habiles. Mais les images ont trahi, les pas hésitants, le regard absent, la raideur d'un corps au bord de la rupture. Le mythe de l'éternel Biya commence à se fissurer. Il démontre qu'il est fatigué. Ça s'appelle l'immobilisme caractérisé dans la fonction. Et pour cet immobilisme-là, en fait, j'ai regardé les 2 précédents défilés du 20 mai au Cameroun, 2024, 2023. J'ai regardé les premières heures, c'est-à-dire 1 heure en 2023, 1 heure en 2024 et 1 heure en 2025. Comme on dit au quartier, en 2025, c'était le jour et la nuit par rapport à 2023 et 2024. Tout le monde à la tribune était joyeux en 2023. En 2024, un peu joyeux. Mais en 2025, ils étaient devenus des croyants fervents. Il y avait ceux qui croyaient au Dieu de la terre, tête baissée, et ceux qui croyaient au Dieu du ciel, tête au ciel. Et ceux qui ne savaient pas où se retrouver, ils dormaient. Ils étaient en pleine méditation. La tribune, pendant la première heure là, était fatigué. Tellement fatigué que le caméraman lui-même ne parvenait pas à nous présenter ce qu'on voyait. Ça, c'est les faits. Le président est fatigué. Vous le surchargez. Et ça entraîne l'immobilisme. Maintenant, est-ce qu'il peut encore être candidat? Monsieur Léon Teller a saisi le tribunal. La procédure est en cours. Et nous allons attendre ce que les juges vont dire. Merci. Mais Samuel Motte ne tremble pas. Il revient à la charge, inflexible, avec les mêmes arguments, ou plutôt les mêmes incantations. Pour lui, il n'y a aucun problème, aucune entorse, aucune illégalité. Il tente une ligne de défense confuse, évoquant une distinction entre organisation des droits publics et des droits privés. Il essaye de mettre sur orbite les dispositions internes du RDPC. Pour lui, le bureau politique du parti a tout prévu. La prorogation du mandat de Paul Biya est une décision souveraine, prise en interne, validée par les organes compétents. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de débat à avoir sur la place publique. C'est une affaire domestique, une querelle familiale. La presse, les juges, l'opinion n'ont pas à s'en mêler. On parle bien de fonction publique élective. Une association, un parti politique, c'est une organisation privée. Je voudrais que ça également que soit sûr. C'est une organisation de droit privé et donc le fait d'y être président ne vous donne pas une fonction publique élective. Et donc pour cette raison, oui, il faudrait que ça soit sûr et que ça soit tenu. Je voudrais également que Maître Nguefa, qui est à l'art de rentrer dans une manipulation que nous semble totalement abjecte, retienne qu'il y a une différence entre une organisation de droit public et une organisation de droit privé. Une association, un parti politique, c'est une organisation de droit privé. Il faut que ça soit sûr.
Et parce que nous sommes dans une organisation de droit privé, j'ai entendu également une allusion tendancieuse. Je n'aurais jamais géré une association, il veut me faire des leçons de gestion de l'association. Sauf que lorsque vous le suivez dans sa démonstration, il divague souvent. Il y a des éléments qui sont des éléments fondateurs d'une association. Il y a les statuts de par la loi, il y a un règlement intérieur de par la loi également. Et très souvent, vous avez ce qu'on appelle les membres fondateurs, ou à défaut des membres fondateurs, vous avez une assemblée constitutive qui scelle le socle de ce qui réglementera l'association. Dans la plupart des cas, lorsque vous venez, alors que cette assemblée-là s'est tenue, alors que vous n'avez pas fait partie des membres fondateurs, ce qui vous est suggéré, c'est l'adhésion. Et il est marqué dans nos statuts, je crois, à l'article 7, que la personne qui adhère à cette association-là doit admettre l'existence de ces statuts-là et donc doit comprendre que c'est le socle de fonctionnement auquel lui-même il est astreint. La plupart des développements qui ont suivi tout à l'heure avec cette évocation de l'article 17, 18, c'est de dire effectivement c'est l'élément fondateur, soit en matière de renouvellement, soit en matière également de prorogation. Je voudrais que ce soit sûr de tout le monde, qu'à partir du moment où il y a une compétence qui a été reconnue à une instance, ici le bureau politique, ce bureau politique-là, agissant en vertu de cet article-là, n'a violé aucune disposition légale pertinente de nos statuts. Et la dernière prorogation en date, il avait été clairement dit que l'ensemble de ces mandats-là sont prorogés jusqu'au prochain congrès. Dans le texte, à quel endroit il est précisé que lorsqu'on proroge, on proroge pour 5 ans, on proroge pour 2 ans, on proroge quand on abroge également, on abroge pour 1 an. Il n'est nulle part. Mais le congrès doit se tenir tous les 5 ans. C'est ça la règle. La règle dit doit se tenir tous les 5 ans. Et pendant que le congrès se tient, ça peut être un congrès électif. Mais n'oubliez pas cette exception-là, cette réserve qui a été mise. En cas de nécessité, le bureau national, je parle de nos statuts à nous, le bureau national peut proroger ou abroger. Et dans le cas de cette abrogation-là, on a dit on va abroger jusqu'au prochain congrès. Ils n'ont pas l'intelligence de mettre un repas, mais c'est quand même une forme d'intelligence. Ils ont tout prévu dans le cadre de cette prorogation-là. Si nous prorogeons, nous pouvons proroger pour 2 ans. On ne sait pas très bien ce qui va se passer d'ici 2 ans. On est dans la réserve en la matière. Et en toute honnêteté, et en toute transparence, et en toute intelligence, on a décidé qu'on va proroger au prochain congrès. Mais Maître Nguifak est tenace, lui, il voit les choses autrement et il frappe fort encore. La fraude d'hier ne va pas se répéter aujourd'hui, encore moins demain. C'est une phrase comme un avertissement. Pour lui, l'histoire du Cameroun est une boucle qu'il faut enfin briser. Il évoque ces magistrats silencieux mais puissants dont on pense qu'ils sont aux ordres. Jusqu'au jour où ils supprennent tout le monde en disant le droit. Il ne cite pas des noms, il n'accuse personne, mais il parle en homme qui connaît les coulisses. L'homme au ton calme, mais à la cravate rouge, bien nouée, donne une leçon de droit aux députés. Pas une démonstration d'ego, mais une descente aux enfers des illusions juridiques que certains continuent de brandir pour habiller une décision dite prise ailleurs, loin des tests, loin du peuple, loin du bon sens. Alors, laquelle loi, je vais vous demander de réviser une leçon. Oui. Les conventions légalement formées. Tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Alors, les statuts. Oui, les statuts également. C'est une convention. Je suis en conformité par rapport à ça, oui. Les statuts du RDPC, lorsque vous adhérez et que vous prenez la carte, oui, ces statuts-là constituent la loi. Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. Méfiez-vous donc de croire que vous serez devant une juridiction et que vous allez faire à l'emporte-pièce et donner l'impression que les statuts du RDPC ne constituent pas la loi. Mais écoutez, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai suivi inventer ou bien réécrire l'article 18 des statuts. Oui. Vous avez posé une question péremptoire. C'est écrit où que le renouvellement
la prorogation doit se faire dans un délai de 5 ans. Oui. D'abord, vous n'avez jamais lu l'article 18 de vos statuts. Oh là. Si vous auriez lu, vous aurez compris ceci. Alinéa 2, et je lis pour vous. Article 18, le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2, il se tient tous les 5 ans. Point. Oui. Toutefois, virgule, en cas de nécessité, oui. Virgule, Oui. cette période, c'est-à-dire cette période, Oui. donnez le contenu. Non, 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 je n'ai pas donné de Donne, contenu. Cette période d'organisation du Congrès. Cette période peut être prorogée. D'organisation du Congrès. Oui, oui, oui. Cette période peut être prorogée, abrégée ou prorogée par le bureau politique. Très bien. C'est-à-dire cette période de 5 ans. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. On ne peut ni abroger ad vitam aeternam, abréger ad vitam aeternam, ou bien proroger ad vitam aeternam. Ça doit être prorogé, dit la loi, dans cette période. Non, non. En Non. français, Comment ça peut être dans cette période? Bon, La période du mandat. Non, non, c'est pas je ce vous que ça ai dit, veut dire. méfiez-vous des textes que vous lisez comme l'article 121 du Code électoral dans le RDPC. Vous ajoutez les alinéas 3. Vous êtes détonnant là. Très attention. Vous êtes détonnant. Le juge va vous dire, monsieur Mott, Oui. j'ai bien considéré tous vos pouvoirs, tout ce que vous êtes. Mais la loi dit que la prorogation, c'est dans les 5 ans. Et comme vous n'avez pas pu justifier les 5 ans, Non, non. ce n'est pas la gesticulation. Non, non, pas du Et tout. comme vous n'avez pas pu justifier les 5 ans, Mais pas lui, du juge, tout. il n'est lié que par la loi. Et vous serez gros gens devant. Faites très attention. Non. J'ai dit bien, faites très attention. Prenez ce que Léon Teller fait là au sérieux. Il n'est pas seul dans son jeu. Et vous le savez. Autour de vous, je ne suis pas sûr que quand vous venez ici, ce que vous nous dites, c'est ce que vous avez dans votre fort intérieur. Vous seul, vous savez. Vous seul, vous savez ce que vous savez. Donc, faites très attention. Ce qui se joue là, c'est la République. Là, tout à l'heure, il a parlé de prorogation, abrogation. Quand on abroge, c'est abrogation, abréger. Abréger, oui, abréger. Voilà. Abréger un mandat, on l'abrège à l'intérieur du mandat existant. Mais quand on proroge pour l'après. On peut proroger dans un temps limité si la loi ne l'exige pas. Et d'ailleurs, il dit tout à l'heure, il fait un comparatif entre cette prorogation et la prorogation des mandats des députés et des maires. Là, malheureusement, si vous regardez, on vous dit qu'on peut les proroger pour une période de 12 mois renouvelable. J'ai parlé de l'ajout à la loi. Oh, bah, l'alinéa 3 de 100. Pour ce qui est de l'association... vous êtes en train de dénaturer. Dites ce qu'on a dit. Association privée. Voilà, il a lui-même apporté la réponse à sa propre question. Merci, honorable. Dans cet échange verbal, une voix se lève en embuscade, celle de Christian Massoma. Sa position n'est pas technique, elle est politique, mais son verbe est acéré pour lui. Nous assistons à la fin d'un cycle, un régime en bout de course. Un pouvoir sans souffle, suspendu à la seule survie d'un homme que l'histoire est en train de lâcher. Il dénonce un système qui tord le cou à la démocratie, en refusant de nommer son successeur et en verrouillant l'espace politique. Et le cadre du MRC tout en finesse renverse l'attaque. Le modèle de démocratie, c'est le MRC. Pas parfait mais vivant, ouvert, capable de débat, capable de renouvellement. Le RDPC, lui, selon lui, est figé dans une logique monarchique où la seule alternative à Paul Biya, c'est encore Paul Biya. C'est très embarrassant de voir la malice avec laquelle quelqu'un qui prétend être démocrate est en train de tordre le cou aux principes de base de la démocratie. Dans tous les pays du monde, honorable Mout, et pour votre gouvernement, le constituant camerounais s'est beaucoup inspiré du constituant français. Vous ne verrez jamais le président de la République en France être le président national d'un parti. Oui, lorsqu'il est élu, généralement on organise une élection pour élire un nouveau président de parti. Citez-moi un seul exemple, je vais vous donner. Non, écoutez, parce que chez vous, quand on dit que les tests organiques du parti
prévoit telle ou telle autre chose, vous estimez que non, il y a des exceptions qui auraient dû permettre que le bureau politique fasse ci, fasse. Vous avez déjà vu un jour, par exemple, aux États-Unis, la convention démocrate ou républicaine ne pas investir un candidat tous les 4 ans. Ça n'existe pas. Quel est ce parti politique où vous pouvez passer 15 ans sans consulter vos militants et vos membres, sans leur demander leur avis par rapport à la gouvernance du parti, par rapport aux personnes qui doivent incarner le parti? Mais quel genre de démocrate vous êtes, monsieur Moto? Mais arrêtez, vous ne pouvez pas venir nous dire ici que votre camarade qui est en train de dire qu'il y a un problème de légitimité désormais. La légitimité, ça veut dire que vous la tirez de l'ensemble de vos militants et de vos membres. Vous ne la tirez pas d'un certain nombre de déceptions que vous pouvez tirer dans les tests en disant que la prorogation, quelle est une prorogation qui n'a pas de durée? Vous avez déjà vu ça dans quel test de loi? Lorsqu'on proroge, on proroge toujours dans une durée. Même quand vous, au sein du RDPC, à travers votre président national, entre guillemets, qui ne l'est plus en tant que tel, puisqu'il est président de la République, lorsqu'il a prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés, il a prorogé pour une durée bien déterminée. C'est ça l'esprit de la prorogation. La loi précise. Non, la loi précise. Non. Je voudrais intervenir à la matière. Dans le cas de la prorogation. Monsieur Mokhtar, dans l'esprit de toute prorogation, elle est délimitée dans le temps. Si on dit que, de par la loi, si on dit qu'une prorogation est définie sans limitation de temps, ça veut dire que on est dans une dictature la plus prononcée du monde. C'est-à-dire où on peut dire qu'on vous donne des pouvoirs divins et qu'on n'encadre pas ça de manière en sorte qu'il y ait un peu une autorité de contrôle. Donc, je suis en train de dire, Madame Bissaï, parce que Monsieur Moto essaye de nous distraire et de perturber le débat. Lorsqu'il intervient, on respecte son temps d'intervention. Léon Taylor Nana pose des questions de droit. Au-delà des questions de droit, il pose des questions de légitimité. Chez nous, au MRC, nous consultons nos membres et nos militants tous les 5 ans, c'est automatique. Nous l'avons fait en 2013, nous l'avons fait en 2018, nous l'avons fait en 2023. Parce que c'est ça, une association et une institution qui se veut démocratique. Le débat juridique masque une vérité plus profonde. La présidence de Paul Biya n'est plus seulement une fonction. Elle est devenue une énigme nationale, une anomalie institutionnelle dont chaque élection repousse les limites du droit. La candidature de 2025 n'est pas une formalité. Elle est une provocation historique car ce qui se joue ici dépasse l'article 18 des statuts du RDPC ou les règles de procédure interne. Ce qui se joue ici, c'est une fracture entre la légalité des textes et la légitimité politique, entre ce que le droit permet et ce que la société supporte encore. Maître Ngefak, en pointant du doigt la fatigue du président, ne parle pas seulement d'un homme. Il parle d'un système exténué, en rôle libre, suspendu à une figure dont le corps ne suit plus la symbolique, à un régime qui gouverne par automatisme, sans alternance, sans respiration démocratique, sans renouvellement organique. Mais au fond, le problème n'est pas Paul Biya, le problème c'est le vide autour, l'incapacité du RDPC à envisager une relève, le refus obstiné de bâtir une transition. Le pouvoir n'est plus un projet collectif, c'est une propriété privée. Un sceptre verrouillé qu'aucune règle, fût-elle juridique, ne semble pouvoir forcer. Le recours introduit par Léon Taylor Onana à Seladionik, il attaque la citadelle de l'intérieur. Il révèle un malaise, un conflit larvé au cœur même du parti-État, une contestation venue des rangs de ceux qu'on croyait soumis. Ce n'est pas un opposant du RMRC, ce n'est pas un activiste de la diaspora, c'est un militant du RDPC, nourri à la doctrine, élevé dans la loyauté. Et pourtant, il dit « trop c'est trop ». Cette fracture interne est inédite. Elle annonce peut-être le début de l'effritement. Une lente dislocation, car quand les statuts deviennent des simples décorations, le parti se transforme en simulacre. Il parle de langage de la démocratie, mais en mine l'espérance sans en respecter les mécanismes. Et dans ce contexte, le droit devient révolutionnaire. Oui,
le droit, ce vieux compagnon qu'on méprise parfois, mais qui revient toujours, qui dort sous les textes, mais qui se réveille au moment où personne ne l'attend. Maître Nguefak n'est pas un révolutionnaire au sens politique, mais il est peut-être l'un de ces hommes qui, en réveillant une virgule oubliée d'un règlement interne, peuvent renverser une architecture entière. Mais pour que cette révolution douce ait lieu, il faudra plus qu'un bon avocat. Il faudra un juge courageux, un électorat éveillé, une société civile vigilante et peut-être surtout des voix dans le RDPC prêtes à dire non. Non pas par haine, non pas par ambition personnelle, mais par lucidité historique, car chaque régime aussi fort soit-il finit toujours par se heurter à sa propre inertie. Vous savez, le drame du Cameroun, c'est peut-être qu'il n'a jamais eu d'alternance depuis l'indépendance. Il a connu des nominations, des promotions, des révisions constitutionnelles, des adaptations, mais jamais une vraie alternance politique. Le pouvoir y est une sédimentation, une prolongation indéfinie, une négation de la relève. Pour beaucoup, la candidature de Paul Biya, si elle est validée, pourrait provoquer un électrochoc, non parce qu'elle est surprenante, mais parce qu'elle est trop prévisible, trop cynique, trop brutale. Ce n'est pas la vieillesse de Paul Biya qui pose problème, c'est le refus de passage, le refus de transmission, le refus de dire à haute voix que toute œuvre, même immense, doit avoir une fin, que toute page d'histoire, même glorifiée, doit un jour être tournée. Alors, la question centrale revient. La candidature de Paul Biya est-elle irrecevable? Sur le plan strictement juridique, le débat est lancé. Sur le plan politique, la bataille est rude. Mais il y a un troisième acteur, silencieux, tapis dans l'ombre, et l'ECAM et son cousin plus direct, le Conseil constitutionnel. Ces deux institutions seront au centre du cyclone dans les prochains mois. Que feront-elles face à un recours comme celui introduit par Léon Teilhard Onana? Seront-elles des arbitres neutres ou des simples relais d'un pouvoir en autogestion? C'est là toute la question. Et c'est là que le bas blesse, car les membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel sont tous nommés par le président de la République. L'impartialité est une exigence républicaine, mais l'allégeance est une réalité politique. Or, comment peut-on juger librement celui qui vous a élevé, celui qui vous a protégé, celui qui vous tient parfois par le fil invisible de la reconnaissance? Ce 25 mai 2025, le choc des mots sur Equinox TV a révélé bien plus qu'un simple différend entre un avocat et un député. Il a mis à nu les lignes de fracture d'un système à bout de souffle. Il a exposé une vérité dérangeante. Au Cameroun, le droit et la politique dansent encore. Un tango dangereux au rythme d'un président que certains disent éternel, mais que d'autres voient déjà comme une légende fatiguée. L'affaire Léon Teilhard Onana n'est peut-être que le début, le point de départ d'un procès national, un procès sur la légitimité, la légalité et le destin même de la République. Dans les mois qui viennent, tout va se jouer, pas dans les discours, pas dans les promesses, mais dans les actes, dans les recours, dans les arrêts de justice, dans les couloirs de l'ECAM, dans la capacité ou non du Conseil constitutionnel à dire non, cette fois-ci, non. Car si le droit reste silencieux, alors la rue pourrait parler. Et quand la rue parle, l'histoire ne négocie plus. Elle impose, elle bouscule, elle emporte et souvent, elle ne regarde pas en arrière. Le Cameroun est à un carrefour, pas entre stabilité et chaos, mais entre l'éternel recommencement et l'audace d'un nouveau départ. Paul Biya, lui, a déjà gagné son éternité politique. Ce n'est plus de lui qu'il s'agit, c'est de nous, c'est du peuple, de ce que le peuple veut construire, de ce que le peuple est prêt à exiger et surtout de ce que le peuple est capable d'interdire. Merci à tous.